Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Merci d'être ici pour participer à la session avec nous ce soir. Ça se peut des fois qu'il y ait des petits décalages là, parce que je regarde pour admettre les gens en même temps qui arrivent un petit peu plus tard. Donc, bienvenue à cette session ce soir où nous parlerons des stages et des examens niveau 3 et niveau 4. Dans l'ordre, on va parler d'abord du niveau 3, ensuite du niveau 4, puis ensuite, on va vous donner des petits trucs pour atteindre les objectifs pour les deux formations, les deux certifications. J'ai avec moi ce soir mes collègues Luc Bélanger et j'ai aussi Dom Oceanec. Luc est membre de l'équipe technique nationale et aussi coordonnateur régional du Québec et de l'Atlantique. Donc, il s'occupe de coordonner les stages niveau 1, 2, 3, les sessions des membres, les stages parc et parc 1. Luc, veux-tu dire un petit bonjour à tout le monde? Ben, salut à vous trois. Je pense que je vois Nathan, Maud et Loïc. C'est pas une grosse foule ce soir, mais on est content que vous soyez là, les trois. Et puis, oui, c'est ça. Excusez-moi, mon chien vient de rentrer dans la pièce. Euh, mais oui, content de vous voir ici ce soir. Et puis, oui, c'est ça. Il a neigé au top de Tremblant il y a quelques jours. Donc, Yes. j'ai hâte à la saison, ça s'en vient. On a aussi Dom Oceanec qui est ici de Whistler pour participer avec nous à cette session. Dom est aussi membre Salut tout le monde. national. Puis pour ceux qui ne me connaissent pas, ben moi c'est Geneviève Piloteau, je suis directrice des programmes pour la CMS. Donc je vais gérer cette session. Cette session-là pourra vous aider à répondre à certaines questions, peut-être que vous vous posez sur ce qui vous attend lors des stages ou encore pour les examens ou pour les modules là, de formation quand on parle du niveau 4, tout dépendant où vous êtes rendu dans le processus. Donc, peut-être qu'il y a déjà des questions qui sont répondues puis que ça va être un petit peu de la répétition pour vous, certaines choses qu'on va mentionner ici. Peut-être que vous allez apprendre des choses de nouvelles ou que ça sera de la révision aussi. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à les mettre dans le chat, dans la discussion ici. On va s'assurer d'y répondre, là, soit au fur et à mesure si on est capable, mais sinon, à la fin, là, on va s'assurer de regarder les questions qui sont là pour être certain qu'il n'y en a pas de subsistantes. Et à la fin aussi, on offre une période de questions là, libre si jamais vous avez des choses que vous voulez discuter qui n'ont pas été répondues par rapport à ce sujet-là. Sans plus tarder, nous allons débuter. Donc, pour les stages et les examens de niveau 3, quel type d'expérience, ça peut être une question qu'on se pose, quel type d'expérience on doit avoir pour participer à la formation, donc pour débuter le processus. Donc, nous, en tant que formateurs, on s'attend à ce que les moniteurs qui participent au stage niveau 3 aient enseigné pendant de nombreuses années, soit une variété d'élèves, une variété de programmes d'école sur neige, que ce soit des leçons privées, des leçons de groupe, des groupes écoles, etc. Dans le fond, tous les produits qui s'offrent là, dans les écoles sur neige au Canada. Nous, on s'attend aussi également que les participants au niveau 3, que vous ayez des années d'expérience en snowboard dans des conditions et des endroits différents, donc dans des montagnes un petit peu partout, dans différents types de terrains aussi. Notre système d'évaluation est basé sur le système des écoles sur neige. Ça, c'est quelque chose qui est important. Donc, c'est pour ça qu'on vous suggère fortement d'avoir une expérience d'enseignement dans ces écoles-là, parce que c'est dans ces écoles-là, vous enseignez, dans nos écoles sur neige, vous enseignez à des nouveaux élèves à chaque jour, des élèves que vous rencontrez le matin même, donc ce n'est pas des gens nécessairement que vous connaissez, c'est pas comme à avoir enseigné seulement, par exemple, à vos amis ou à votre famille. C'est une expérience qui est valable, mais le type d'expérience recherchée en termes de service à la clientèle, c'est ce qu'on s'attend à ce niveau-là, c'est vraiment d'avoir été chercher cette expérience-là en école sur neige, donc d'aller acquérir cette expérience-là. Le Parc 1, c'est aussi un prérequis avant le stage moniteur Parc 1, c'est aussi un prérequis afin d'être éligible là, pour s'inscrire au stage de niveau 3, puisqu'on utilise ces connaissances-là
à l'intérieur de la formation. Autant dans le stage qu'à l'examen, on peut vous demander d'enseigner une leçon dans le parc. Donc, on s'attend à ce que vous ayez non seulement réussi la certification du parc 1, mais aussi que vous ayez pris de l'expérience à enseigner dans le parc. Parce que ça va témoigner quand vous allez enseigner, ça va paraître si vous avez de l'expérience. Puis, on va vous mettre devant une situation où est-ce que vous allez devoir utiliser cette expérience-là pour enseigner dans le parc. Luc, est-ce que tu pourrais nous expliquer pourquoi la formation des moniteurs est une partie importante de la certification niveau 3, la composante formation des moniteurs? La formation des moniteurs, c'est une partie, aussitôt que quand on arrive à ce stade-ci de directeur de carrière que d'enseigner les sports de glisse comme le ski et la planche à neige, qu'on arrive, le niveau 3, c'est vraiment une étape et un statut dans l'industrie qui a une très bonne réputation. Donc, quand on arrive à ce stade-là, c'est souvent, on se fait mettre dans la position d'entraîneur dans nos écoles de glisse ou de leader dans nos écoles de glisse ou de team lead ou des choses comme ça. Donc, la partie, ça a toujours fait partie du niveau 3 depuis le début, je crois, là. Ça a été d'apporter cet aspect-là aussi de, on sait comment enseigner, mais comment enseigner à enseigner. C'est comme ça. Donc, c'est ça que souvent dans les sessions, tout le monde, on veut travailler sur notre riding, on veut améliorer notre riding, mais aussi il y a une grosse portion, de les nouveaux enseignants qui arrivent à 15 ou à 16 ou à 17 ans ou même à 25 ans s'ils n'ont jamais enseigné. C'est là qu'ils ont besoin de plus d'aide finalement, d'un leader de l'école de glisse qui va leur donner des petits trucs et dire hey, moi, quand j'enseigne ça, je vais ici sur cette pente-là, puis je fais des petites choses comme ça. Fait que c'est pour ça que c'est important dans le niveau 3 ici, parce que vous retournez dans vos écoles, puis là, vous allez être là, oh, on a un niveau 3, ils peuvent tous nous enseigner. Fait que c'est souvent, c'est souvent comme ça que ça se passe. Donc, c'est pour ça que c'est une partie importante, à mon avis. Parfait. Merci. Dom, est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur cette diapo-là? Pas vraiment, juste que le prérequis de la PARC 1, c'est très important pour que quand nous enseignons les leçons de la niveau 3, on peut compter sur les habiletés des autres candidats dans le parc. Ça forme un minimum qu'on peut compter sur. C'est un excellent point, puis c'est aussi un minimum en termes de sécurité. Hein, ça nous garantit aussi que tout le monde est au niveau de participer à ce stage-là, puis que les gens qu'on va amener dans le parc, ben, c'est des gens qui ont une certaine expérience. Logiquement, si on enseigne dans le parc, on a une certaine expérience. Et on va un petit peu plus loin avec ça, donc les attentes plus précises au niveau des examens niveau 3. Donc, vous êtes évalué sur 3 composantes, l'enseignement, la technique de snowboard, la formation des moniteurs, on vient d'en parler un petit peu, ou parfois aussi, on appelle ça la pédagogie. Là, vous avez sûrement dû entendre la PED ou pédagogie. Tous les détails que je ne vais pas répéter ici, nous ici, on essaie de dire tout ce qu'on dit pendant le stage ou le petit entre les lignes, là, ben, ce qui est dans le guide de stage, les critères d'évaluation exacts sont tout là détaillés. Donc, vous les retrouvez dans votre profil de membre à partir de la section ressources pour les stages. Donc, je vous y invite vraiment là, à vous référer souvent, à aller vraiment bien les connaître avant de vous préparer pour les formations. Luc, est-ce que tu pourrais nous expliquer comment on évalue la composante enseignement du stage niveau 3? Oui, composante du stage niveau 3, l'enseignement, c'est un examen, le format de l'examen, c'est le contenant, si tu veux, c'est à peu près une leçon d'une demi-heure, une leçon avancée qui va parler, qui va se concentrer sur un morceau de terrain, finalement. C'est ça qu'on va vous donner. Donc, enseignez-moi quelque chose, si dans du damé ou du pas damé, ou peut-être qu'on va dans le parc, comme Dom parlait, c'est pour ça que c'est important le niveau 1 parc, qu'on soit confortable dans pas mal tous les environnements. Et vous avez une demi-heure pour nous enseigner quelque chose, qu'on va entendre un bon focus sur une habilité en particulier.
Si on entend, on commence à entendre là, les composantes d'une habilité, on commence à se concentrer sur des affaires plus précises dans le riding un peu, et puis que ça se relie bien à une compétence avancée idéalement. Et puis comme ça, on essaie de voir, c'est sûr que 30 minutes, c'est pas beaucoup de temps. Donc, on ne peut pas changer le monde en 30 minutes, mais on veut voir que vous avez une bonne compréhension de la structure qu'on recherche, puis une bonne compréhension de comment les habiletés et les compétences fonctionnent ensemble, puis comment être capable de formuler un plan qui peut nous donner un certain résultat, comme ça. Grosso modo, c'est ça. Tu serais d'accord avec moi pour dire que c'est comme un peu un concentré ou on va droit au but en 30 minutes. On va se concentrer sur l'essentiel de ce que serait une leçon à des avancées. Ben, c'est ça, quand on pense à une leçon complète, peut-être dans le contexte du training cycle, aide-moi dans mon français. Le cycle d'entraînement. Il y a toujours un cycle, il y a beaucoup de démos, puis là, on donne beaucoup de temps, puis on veut donner de 50 de millage ou 60 de millage, c'est comme ça. Donc, si on prend ça, puis comme Geneviève disait, on fait un petit peu plus un snapshot de ce que serait une leçon de peut-être 2 heures, avec un client pour une leçon privée, mettons, ou si on avait une session d'entraînement avec des moniteurs pour 1 heure ou 2 ou quelque chose comme ça. Super. Merci, Luc. Pour la composante technique, les candidats ont 2 occasions de démontrer chacune des 4 manœuvres ou des tâches obligatoires. Des fois, vous allez entendre les manœuvres obligatoires ou les tâches obligatoires, c'est la même chose. Et ils se voient attribuer une note globale par les évaluateurs. Donc, les candidats, ils doivent obtenir une note qui rencontre le standard pour chacune des tâches. Donc, afin de réussir le volet technique, vous devez avoir cette note-là pour chacune des tâches. Donc, si tu passes seulement une tâche, ça ne sera pas un standard qui est rencontré ou complet. Donc, on s'attend à ce que vous descendez de manière cohérente sur un terrain avancé, donc un terrain que ce soit damé, non damé ou de freestyle, même s'il n'y a pas de tâche freestyle au niveau 3 parce qu'on considère que vous l'avez fait déjà au niveau du parc 1. On s'attend à ce que vous descendez de manière cohérente sur ces terrains-là. Puis, on recherche le stade de raffinement dans les 3 compétences techniques essentielles, donc sur les terrains variés et avancés. Donc, nos 3 compétences techniques essentielles, position centrée et mobile, virage avec le bas du corps, équilibre le long de la corps active. Ça, on est au stade du raffinement. Puis, on recherche aussi le stade de la consolidation des compétences techniques avancées. Donc, force et fluidité d'un virage à l'autre, chargé, relancé, polyvalence de la conduite. Donc, on s'attend à ce que vous soyez capable de démontrer une consolidation de ces compétences-là dans des terrains avancés. Et que les candidats, ils doivent aussi être en mesure d'ajuster les habiletés techniques pour pouvoir fournir des démonstrations qui sont techniquement solides, techniquement correctes, puis surtout faciles à copier. Je pense que ça fait le tour au niveau de la technique. Luc, est-ce que tu voudrais nous parler un petit peu plus? On a déjà touché un peu à la formation des moniteurs, mais plus spécifiquement au niveau de ce qu'on recherche là, quand on évalue la formation des moniteurs, là, notre fameuse SAM. Oui, je voulais juste mettre l'emphase sur un mot que tu as utilisé une couple de fois quand tu parlais de technique. J'aime bien le mot là, de descendre dans un morceau de terrain de façon cohérente. J'aime bien ce mot-là. Quand ça a l'air forcé ou quand on essaie des choses qu'on n'est pas très à l'aise avec sur la pente, là, c'est là que ça n'a pas l'air cohérent. Ça ne fit pas dans le décor un peu. Ça n'a pas l'air naturel. Donc, j'aime bien ce mot-là. Mais pour la formation des moniteurs, l'examen, encore une fois, le contenant, c'est une snapshot encore. C'est de 15-20 minutes. On va vous donner 15-20 minutes, un petit peu de temps pour préparer avant. Et puis là, on pige dans du matériel que vous avez vu dans le niveau 1. Fait que là, on se concentre sur le matériel, c'est le Quick Ride. Donc, on reste dans le Quick Ride ici. On va vous donner une phase du Quick Ride à travailler. Excusez-moi. Et puis aussi, on va vous donner une habilité d'enseignement.
Donc là, on a les habiletés de writing, on a les habiletés d'enseignement. Donc, par exemple, ça pourrait être service à la clientèle et sécurité, avec la phase du Quick Ride numéro 3, qui est la phase, excusez-moi, contrôle. Donc là, vous me donnez un petit snapshot de 15 minutes en mettant l'emphase un petit peu plus pour essayer de retirer des points clés de l'habilité d'enseignement. Et puis là, on recherche vraiment un format pas mal structuré dans le sens, vous allez me donner un petit snapshot, voici ce que je m'apprête à vous donner une démonstration de. Là, on coupe, on change le rôle, on donne une démonstration d'une super bonne leçon de Quick Ride. Puis après ça, on ressort le rôle, puis on retourne en mode formateur. Puis on dit, OK, avez-vous vu quand j'ai fait ça? C'était pour attirer l'attention à ces choses-là ici. Et puis là, je voulais faire les liens, puis c'est pour ça que je l'ai fait de cette manière-là. Et puis faire ressortir les points clés de l'habilité d'enseignement qu'on veut entendre. Parce que dans la formation, c'est justement ça, on veut améliorer les habiletés d'enseignement. C'est ça le but. Ce n'est pas améliorer les habiletés de writing nécessairement dans cette partie examen-là. Là. Donc, on met vraiment l'emphase sur l'enseignement de ce côté-là. Donc, c'est la partie qui est la plus simple dans un sens, mais c'est encore aussi quelque chose qui est très nouveau pour beaucoup de gens qui arrivent sur le niveau 3. Parfait. Puis, ce que j'ajouterais, un truc que j'aime vraiment utiliser, quand on parle de la partie démonstration de leçon, ce qu'on s'attend dans cette partie-là, c'est vraiment un exemple de leçon un peu parfait. C'est votre exemple auquel vous allez pouvoir référer dans la conclusion. Donc, vous avez introduit cet exemple de leçon-là parfait, puis ensuite de ça, vous allez pouvoir référer puis faire des liens entre ce que vous avez démontré, puis ce que vous voulez que les gens retiennent au niveau de la compétence d'enseignement. Puis en faisant ces liens-là, ben, c'est là que il y a des petites lumières qui vont allumer, que les moniteurs vont pouvoir mettre en pratique dans leurs leçons à des débutants ou des novices en disant ah ouais, OK, ça, cet aspect-là, je le fais, mais peut-être dans mes démonstrations, je pourrais peut-être utiliser cette technique-là pour varier un petit peu. C'est vraiment dans ce sens-là qu'on utilise la formation des moniteurs. Dom, je peux te poser une question? Oui, bien sûr. Comment est-ce que tu décrirais aujourd'hui, là, pour toi, c'est quoi un moniteur de niveau 3 qui a réussi sa certification de niveau 3? Luc aussi, on va y répondre après, s'il y a quelque chose à ajouter. Quelqu'un qui est un moniteur de niveau 3, pour moi, c'est quelqu'un qui peut être l'entraîneur à un resort. Une station, oui. Mais est toujours très professionnel. Comme ça montre là sur le slide, ça dit que c'est le niveau international. Alors, le niveau 3 peut t'emporter en Australie ou à l'Europe. Tu peux enseigner n'importe qui, n'importe où. Mais peut-être pas à la même niveau qu'un niveau 4, mais tu peux le faire. Tu as tous les habilités nécessaires pour enseigner n'importe qui. Et au-dessus de ça, tu peux faire l'entraînement et enseigner comment enseigner des nouveaux moniteurs aussi. Merci, Dom. J'aime ça. Luc, est-ce que tu as quelque chose à ajouter là-dessus par rapport à... Oui, tu sais, un peu comme Dom disait, quand on arrive au statut du niveau 3, parce que, tu sais, c'est vraiment un peu un statut, tu sais, t'es comme un peu un big deal, tu sais, quand tu finis ton niveau 3, ça veut dire que tu t'es vraiment dédié à la profession, tu as passé beaucoup de temps à t'entraîner, puis tu es vraiment passionné par l'emploi. Les gens qui passent leur niveau 3, là, ils ne prennent pas leur retraite après ça. D'habitude, ils continuent puis ils restent impliqués pendant longtemps.
Donc, je dirais, le mot qui vient en tête, c'est ambassadeur. On devient ambassadeur de la profession, ambassadeur de la station, la reconnaissance internationale, toutes ces choses-là, comme Dom avait dit. Donc, veut pas, on devient un peu un billboard roulant un petit peu de la profession de snowboarder. Ce gars-là, il est niveau 3, ou cette fille-là, ou cette personne-là est niveau 3. Donc, on fait attention à ce qu'ils font, puis on prend des notes, puis on se remarque qu'on est des leaders de la profession qu'on arrive là. Donc, ambassadeur, c'est le mot que je mettrais là. Oui, tout à fait, j'aime ça. Puis j'ajouterais, pour se rendre au niveau 3, là, Luc, il l'a dit, c'est un big deal. Là. Ça prend du temps, ça prend un investissement. Il faut y croire, il faut croire en ses capacités, puis il faut vouloir parce que ça prend l'expérience, ça prend du dévouement. Il faut avoir mis les heures autant en snow en riding qu'en enseignement. C'est pas quelque chose qui s'invente, cette expérience-là. On doit vraiment aller la chercher. Donc, on va passer au stage et aux examens de niveau 4. Puis, comme je disais, là, à la fin, la dernière diapositive, on va vous donner des trucs pour comment atteindre vos objectifs, autant au niveau 3 qu'au niveau 4. Fait que si vous voulez rester jusqu'à la fin pour ça, pour ceux qui sont plus intéressés pour le niveau 3. Puis sinon, si jamais vous avez besoin de quitter, cette session-là est enregistrée, puis elle va être diffusée là, sur notre chaîne YouTube à partir d'aussitôt que demain matin. Donc, au niveau 4, là, quand on est rendu au niveau 4, Luc a dit, au niveau 3, c'est déjà un big deal. Ben, au niveau 4, c'est la cerise. C'est vraiment un big deal. C'est vraiment un big deal. C'est la cerise sur le sundae, hein? On dit en bon québécois. Donc, vous avez peut-être déjà remarqué, cette année, on a lancé un nouveau format pour la partie du stage niveau 4. C'est un format qui est maintenant modulaire, où est-ce qu'on propose, pour chacune des composantes, on propose un module de formation de 3 jours, où est-ce qu'on va aller vraiment travailler en profondeur chacune de ces 3 composantes, ces 3 éléments-là de la formation. Donc, ce sont des modules qui sont séparés. Ils ne sont pas sur l'horaire, là, les 3 en même temps. À quelques endroits, vous allez en voir sur l'horaire près l'un de l'autre. Ça se peut que vous ayez envie d'en faire plus qu'un à la fois, puis c'est correct aussi, mais il faut quand même se respecter là-dedans, puis respecter son énergie. Peut-être que faire 9 jours en ligne de formation de module niveau 4, c'est peut-être beaucoup. Puis l'objectif d'avoir fracturé ça comme ça en 3 modules, c'est aussi pour que ça soit justement plus comestible, que ça soit peut-être plus accessible à tout le monde, puis que chacun puisse aller se concentrer peut-être sur une composante à la fois. Donc, par exemple, vous pourriez dire, bon, cette année, je me concentre sur la technique, puis je vais faire le module, je m'entraîne, puis si je me sens prêt, je vais à l'examen ou j'attends l'année prochaine, puis je vais tester cette composante-là. En parallèle, je ferai un module, le module enseignement ou la formation des moniteurs. Donc, ça vous permet de jongler un petit peu plus avec ça. On sait que les horaires de moniteurs, c'est des horaires très chargés. C'est un emploi saisonnier où est-ce qu'on vous utilise à plus que temps plein, souvent l'hiver. Donc, de pouvoir prendre 3 jours pour aller faire un module au lieu d'avoir à vous libérer une semaine complète pour aller faire le stage au complet, ça permet cette flexibilité-là. Donc, encore une fois, comme pour le niveau 3, on s'attend aux gens qui vont participer à la certification de niveau 4 qu'ils aient plusieurs années d'expérience dans l'industrie, donc en enseignement avancé, mais aussi en heures d'enseignement, parce qu'on le sait, dans les écoles de glisse, il y a une grosse partie de notre clientèle en tant que moniteur de snowboard qui se situe au niveau débutant, novice, intermédiaire. Par contre, on peut enseigner une leçon débutante comme un niveau 4. On peut aussi aller chercher cette expérience-là en enseignant à des débutants. C'est certain qu'enseigner à des avancés, il va falloir des fois, pour avoir cette expérience-là, que ce soit au niveau 3 ou au niveau 4, là, il va falloir aller être un petit peu plus créatif, puis peut-être aller chercher des amis, puis peut-être partir de certaines vidéos qu'on a vues, puis travailler à partir de ça, puis faire les formations et peut-être éventuellement refaire, dans le cas du niveau 4, refaire le module de formation, par exemple, d'enseignement pour aller approfondir votre analyse et amélioration.
Je me suis éloignée un petit peu de ce que je voulais dire. J'ai perdu mon fil d'idée. Attendez-moi un instant, là. Oui, c'est ça. Donc, ça demande beaucoup de dévouement, puis un volume d'entraînement aussi. Oui, c'est ça. Un volume d'entraînement qui vous permet de vous sentir à l'aise n'importe où sur la montagne. Tu sais, tout à l'heure, Dom disait au niveau du niveau 3, ça te permet d'enseigner n'importe où, n'importe quand. Bon, ben au niveau 4, c'est ça, mais x10 aussi. Tu sais, parce qu'on s'attend des candidats qui soient dans une phase de création de variation. Donc, ils vont arriver avec leur propre style, ils vont être capables de prendre toute l'information puis de la façonner à leur façon pour la livrer comme un moniteur niveau 4 avec dans le cas d'un examen, par exemple, là, avec les critères spécifiques qu'on demande, mais avec leur petite touche personnelle aussi là-dedans, puis on l'aime, cette touche personnelle-là, tant que ça reste dans le cadre aussi. Une question qu'on a souvent par rapport à ça, le module Parc 2, est-ce que c'est un prérequis pour le niveau 4? Non, ce n'est pas un prérequis, mais c'est certain que c'est fortement recommandé avant de participer au stage niveau 4. Ce n'est pas obligatoire, mais si vous allez chercher ces habiletés-là et cet entraînement-là, ça va vous permettre d'arriver dans le niveau 4 en ayant peut-être en étant peut-être un petit peu plus relax là, sur le côté freestyle, parce que vous allez être allé chercher cette information-là, puis vous allez avoir cet entraînement-là aussi, parce que le Parc 2, c'est un stage qui permet vraiment d'évoluer beaucoup au niveau autant de la technique que de l'enseignement. Luc, est-ce que tu peux nous expliquer c'est quoi les plus grandes différences entre le niveau 3 et le niveau 4 en ce qui concerne la formation des moniteurs spécifiquement? Je sais que c'est une question qu'on a souvent, tu sais, on part d'un modèle un peu plus débutant, là, à introduction à la formation des moniteurs. Fait que c'est quoi la différence entre le 3 puis le 4? Bonne question. La première différence, c'est le format. OK? Donc, au niveau 3, là, on a donne-moi une petite intro, donne-moi une démo, fais-moi une petite conclusion. Tu sais, on parle généralement, c'est quoi qui est important. Au niveau 4, vous allez prendre ce format-là de 1, 2, 3, là, puis là, on va mettre ça dans le blender. Là, on va mélanger ça un petit peu comme ça. Fait que là, ça va. La grosse différence, c'est sûr qu'on va plonger, tu sais, ça va être des discussions plus approfondies sur plus des habiletés d'enseignement, oui, mais des stratégies d'enseignement aussi beaucoup. Donc, comment je vais présenter ça? Pourquoi j'utilise admettons. Je vais utiliser la découverte guidée. Je vais faire une session là-dessus. Je veux parler d'une méthode de présentation. Donc là, je vais jaser pourquoi j'utilise la découverte guidée, pourquoi c'est bon, pour quel genre de leçon, dans quel genre d'environnement, pourquoi. Fait que, tu sais, c'est beaucoup. La pédagogie, c'est toujours, c'est un peu le pourquoi. Donc, pourquoi moi, je vais faire ça comme ça? Pourquoi j'ai choisi cette méthode-là? Pourquoi ça va bien avec cette habilité-là? Pourquoi ce mouvement-là va bien soutenir mon habileté que j'ai ici? Tu sais, il y a beaucoup de questions qu'il faut se poser. Pourquoi je fais ça? Donc, ça devient aussi la grosse, c'est tactiquement comme formateur. Vous êtes formateur à ce moment-là, donc vous êtes en train de former des gens, c'est vraiment dans le but qu'il faut se mettre. Et puis là, d'être capable de changer de rôle constamment à travers une session d'une heure. On parle de pédagogie, OK, j'ai fait ça d'une manière, c'est pour ça que je le fais comme ça. Puis là, de sauter dans le rôle, OK, là, je vous redonne un petit exemple. On continue avec notre but technique comme véhicule de mon message pédagogique pour vous donner un petit exemple, plus on s'en va. Donc, au lieu d'être un gros morceau qu'on parle de pédagogie, là, ça va être plus saupoudré un petit peu tout le long de la session comme ça, le message pédagogique. Donc, ça devient un bon challenge de j'ai le mot en anglais, là, facilitator. Quelqu'un qui est capable de vraiment gérer le groupe comme ça et puis de livrer la marchandise, Puis c'est ça, Geneviève a parlé d'enseignement, que même enseigner aux débutants, il y en a qui disent ah, moi, je ne veux pas enseigner les débutants, je me pratique pour mon niveau 4. Quand juste enseigner, le fait d'être enseigné à toutes sortes de niveaux, puis le plus de millage qu'on a enseigné n'importe quoi, ça nous met, on devient meilleur présenteur, finalement.
C'est ça qui se passe. Peu importe le niveau d'enseignement. Donc, c'est ça faut être confortable avec ça, mais c'est ça, pour moi, en tout cas, c'est le plus gros challenge. C'est pas nécessairement la matière de pédagogie, mais c'est d'être capable de livrer ça comme il faut. C'est ça le gros test de 1 heure de la leçon de pédagogie. Je vais arrêter de parler, je pense, j'en ai déjà dit. Non, mais c'est bon, mais j'aime ça. Juste pour mettre l'emphase encore plus sur un truc que tu as dit, tu sais, on va saupoudrer de la pédagogie un peu partout. Puis, tu sais, ça, c'est vraiment quelqu'un qui va être habile d'enseigner à enseigner. Ça va se faire naturellement parce qu'il va utiliser la leçon technique comme un véhicule pour pouvoir alimenter cette session pédagogique-là qu'il donne. Donc, il va pouvoir toujours faire des petits liens. Donc, que ce soit, peu importe la phase de la leçon, il va avoir des choses qui vont se passer où est-ce que le formateur va se servir de ces moments-là comme une opportunité de pédagogie, une opportunité d'amener un éclaircissement sur une notion d'enseignement, sur une compétence d'enseignement, par exemple. Donc, c'est ça. Chacun a sa recette. Nous, avec la CMS, on a une recette qui est éprouvée. Puis c'est ce format-là qu'on demande à l'examen. Puis ensuite, à partir de là, ben, la petite touche personnelle, ça va se refléter dans les interventions du pédagogue. Ouais. Je rajouterais que ça fait plusieurs années que je suis impliqué dans le programme niveau 4, les années que moi, je l'ai pris, puis je les examens, puis je l'ai fait plus qu'une fois, là. Et puis, depuis le temps que je l'enseigne aussi, tu sais, on a vraiment éclairci et raffiné ce modèle-là de pédagogie. Tu sais, quand on embarque là-dedans, dans toutes les petites méthodes, puis les stratégies, puis les habiletés, tu sais, il y a beaucoup de matériel, mais on l'a raffiné d'une façon que je pense qu'on est à un endroit maintenant où est-ce qu'on livre. C'est vraiment un bon test, puis c'est vraiment du bon matériel pour nous rendre meilleurs enseignants, finalement. Tout à fait. Je vois qu'il y a une question dans le chat, puis Dom, je vais te diriger la question à toi. Tu vas être content de répondre à cette question-là. Ça parle de parc. Ça parle de parc. Je peux en parler aussi, je pourrais compléter ensuite, mais Loïc demande, est-ce que c'est possible de discuter un peu de la différence entre les standards du parc 2 et la portion parc du niveau 4 en termes d'habilité technique et d'enseignement, mettons? Oui, bien sûr. Avec le parc 2, cet niveau-là, c'est on utilise plutôt tout le parc, même les sauts et les rails et tout ça de large ou Excel. Des fois, ça dépend de la station, mais au niveau 4, quand on fait l'examen, on prend peut-être plutôt des small et medium, et on regarde plutôt l'exécution de la technique au lieu de regarder la grandeur des trucs. Alors, c'est plutôt, c'est le même niveau, mais à un degré différent. Mais c'est la même exécution des techniques et les mêmes trucs, mais juste à un niveau de grandeur différent. Tout à fait. Donc, on va utiliser des modules, on va utiliser généralement du médium, c'est ce qu'on peut s'attendre au niveau 4. Ouais. Ça va dépendre ça dépend toujours de ce qu'on a disponible, puis au moment où est-ce qu'on roule l'examen. Des fois, c'est ça se peut qu'on peut varier de grosseur de module parce que selon ce qu'on a disponible, des fois, les lignes dans le parc ne sont pas nécessairement les meilleures parce que ce qu'on vise aussi, c'est un enchaînement de ces modules-là. Donc, il y a un parc qui permet plus de fluidité qu'un autre dans l'enchaînement des modules, ben, c'est ça qu'on va utiliser parce qu'il faut penser aussi que les formateurs doivent être en mesure de voir toute la descente. Donc, des fois, ça arrive, là, il y a des parcs où est-ce que on n'a pas beaucoup d'options, puis des fois, ça arrive qu'on se sépare en groupes de formateurs pour la tâche Spark plus spécifiquement, puis qu'on va avoir comme par exemple,
si on ne pouvait pas voir toute la descente au complet, là, on aurait 2 formateurs qui seraient positionnés en haut pour voir, je pense à Sun Peaks l'année passée, là, deux personnes qui pourraient voir juste les rails, puis ensuite de ça, en bas, on aurait 2 personnes qui verraient les sauts. Parce que physiquement, ce ne serait pas possible de le voir. Donc, on s'assure d'avoir assez de paires de yeux sur la tâche, puis ensuite de ça, dans tous les cas, là, on se réunit ensemble pour en discuter pour faire la moyenne. Ça dépend des conditions aussi. Tu sais, des fois, tu es au printemps, des conditions de parc le matin, c'est vraiment bulletproof ou vraiment glacé. Donc là, c'est comme notre tolérance dans les tâches. Des fois, on va s'ajuster un petit peu pour, évidemment, on veut tester vos habiletés, mais on veut quand même garder un environnement. On ne veut pas que personne se blesse non plus. Tu sais. Fait que tout ça, c'est difficile avec le parc, tu sais, d'être capable de dire ça va être de même. Tu sais, si on avait un skatepark intérieur, on le ferait tout le temps à la même place, ça serait tout le temps le même module puis la même grosseur. Mais quand c'est fait en neige, évidemment, tu vas à Whistler, ben, tu sais, le parc il va être pas mal différent que si tu viens à Mont-Tremblant. Fait que c'est juste comme ça. Fait qu'on deal avec ça le mieux possible pour essayer de garder le terrain de jeu le plus haut niveau possible pour tout le monde. Ben, puis, comme tu dis, il faut s'adapter. Fait qu'on s'attend aussi à ce que les candidats soient prêts à cette adaptation-là, qu'ils soient conscients que ça se peut qu'il y ait une variété. Donc, tu sais, mais si ce qu'on regarde quand même en bout de ligne, c'est l'exécution des manœuvres puis l'enchaînement de ces manœuvres-là. Donc, le candidat, si c'est techniquement bien exécuté, il devrait être capable de techniquement bien les exécuter dans les parcs qu'on choisit. Ouais. Et il faut souvenir que le parc 2, c'est 3 jours et il y a beaucoup de temps pour améliorer pendant les 3 jours, alors que l'examen du niveau 4, c'est juste 2 runs. Alors, l'exécution doit être là au moment, alors que le parc 2, c'est un peu plus fluide. Ben oui, ça permet le développement de ça. C'est certain, dans le module niveau 4 technique, on touche aussi maintenant, là, ça va nous permettre d'avoir une session beaucoup plus approfondie sur le parc. Donc, c'est comme une demi-journée complète qui va vraiment être attribuée à une session d'amélioration dans le parc, mais c'est pas 3 jours comme Dom dit dans le parc 2. Donc, ça peut être une bonne idée là, d'aller approfondir vos connaissances et votre technique dans le parc. Ça me fait penser, on parle d'examen. Tout à l'heure, j'ai mentionné là, qu'on avait un nouveau format pour le niveau 4 qui était les 3 modules. Les examens, eux, sont inchangés. C'est le même format qu'on avait dans les années précédentes, dans les dernières années. Donc, c'est 4 jours d'examen. On a 2 jours qui sont réservés pour la technique, puis ensuite, on a une journée pour l'enseignement, puis une journée pour la pédagogie. Avant, là, on commençait des fois l'enseignement le premier après-midi de la technique, mais maintenant, ça, c'est le petit changement qu'on a fait, mais ça se verra pas vraiment là, pour les candidats. Là. C'est plus nous, puis ça nous donne un petit peu plus de temps, puis ça nous donne un jeu aussi logistique, là, si toutefois il y avait des impératifs, puis des changements auxquels on devrait s'adapter, là, des conditions météo, des gros groupes, bref. Et ça nous donne le temps de débriefer un petit peu plus aussi avec les formateurs. Plus tôt en journée, pas un peu plus, mais plus tôt. Est-ce que vous avez des questions là-dessus? Je ne vois pas d'autres questions dans le chat. Les gars, Dom, Luc, avez-vous quelque chose à ajouter sur cette diapo? C'est bon? Non, j'allais dire le parc 2, super belle préparation pour le niveau 4, les examens niveau 4. C'est un bon développement à ce niveau-là. Si vous voulez vraiment vous avancer dans le processus niveau 4, moi, je l'ai fait, ça fait très longtemps, là, pendant mon processus niveau 4 ou juste après. Mais puis il y en a un à l'affiche au Mont-Tremblant. J'ai déjà 2 candidats d'inscrits d'ailleurs. Donc, ça va sûrement rouler, ce qui est rare. Au Québec, des paris 2, on en roule combien? 2, 3 par année, max. Une coupe dans l'Ouest. Des fois, il y en a un dans l'Est qui roule là, dans les dernières années. Mais là, on a un, puis ça va être Breen qui va le donner. Il va être en anglais, mais c'est ça. Fait qu'on a déjà 2 candidats, mais c'est à l'affiche. Pensez-y. Puis il faut penser, tu sais, le parc 2, c'est un stage qu'on a renouvelé. Il existait là, déjà dans le passé, puis ensuite on a eu une petite pause, puis on a revisité le format, puis on a revisité le contenu. Avant, c'était peut-être
perçu comme un petit peu plus accessible à vraiment les gens qui ne font que du parc, là. C'était quand même... Un petit Puis peu haut, là, oui. c'est plus accessible, c'est vraiment plus progressif, là. Il y a quand même une bonne marche entre le parc 1 et le parc 2, on ne se le cachera pas, mais disons que la marche est plus petite qu'elle était avant, puis c'est accessible à tout le monde. Fait qu'hésitez pas, si vous hésitez, allez-y, puis dans tous les cas, c'est certain que vous allez apprendre puis en ressortir gagnant, ça c'est sûr. Alors, je vais passer à la prochaine diapo. On a quand même, là, on a devancé un petit peu, là, on a parlé déjà un peu des attentes pour les examens niveau 4, mais on va aller un petit peu plus en profondeur. Comme au niveau 3, on est évalué sur 3 composantes, l'enseignement, la technique, puis la formation des moniteurs. Encore une fois, tous les détails sont dans les guides de stage du niveau 4 qui sont disponibles dans votre profil de membre, dans la section ressources pour les stages. Et puis, vous avez maintenant 3 guides, puisqu'on a 3 modules. Donc, vous avez le guide de stage pour chacun, une de ces composantes-là. Et à l'intérieur de celui-ci, vous avez des critères d'évaluation pour chacune. Donc, si vous êtes dans le module d'enseignement, vous n'aurez pas les critères d'évaluation du module de la formation des moniteurs. Ils sont accessibles dans chacun des guides spécifiques. Est-ce que c'était clair? Il me semble que c'était circulaire, mon explication, mais je pense que vous avez compris ce que je voulais dire. Donc, c'est ça, je vais vous parler un petit peu plus de la composante enseignement. Les candidats au niveau 4, ils doivent enseigner une leçon d'amélioration à l'aide des composantes avancées, donc les 4 composantes avancées, d'une durée de 60 minutes. Puis, on est assez au niveau 3 et au niveau 4, aux examens, là, on est quand même assez rigoureux sur le temps. Là. On recherche vraiment que les moniteurs soient précis dans leur temps. Donc, ça peut être une bonne idée de vous entraîner avec une montre ou une horloge. Puis, on s'attend à ce que vous soyez capable de le respecter. C'est un défi, ça fait partie de l'examen. Puis, ça fait partie aussi d'une compétence qui est la gestion de classe, de quelqu'un qui est capable de regarder puis de calculer combien de temps ça va prendre une remontée mécanique, puis telle descente, ça va prendre à peu près combien de temps. Donc, de bien diviser son temps. C'est sûr qu'on a toujours un petit jeu qui est acceptable, là, mais quelqu'un qui nous finirait, par exemple, une session à 50 minutes, ben il reste 10 minutes. Que tu as probablement le temps de faire soit une autre petite descente, une demi-pente, ou bien de jaser puis d'étirer ça un petit peu pour rendre l'expérience un peu plus approfondie, mais idéalement, là, on veut le calculer. Et donc, ces leçons-là sont destinées au niveau 4 à un niveau expert. On s'attend donc à avoir une amélioration à un niveau expert. Puis, les évaluateurs en situation d'examen, ils conduisent le groupe au point de départ de chacune des leçons, puis donc, ils décident aussi de l'ordre de l'enseignement. Donc, on ne sait pas, vous n'allez pas savoir avant la journée même là, si vous allez enseigner le premier ou le dernier. Ça va être décidé là, dans le flot de la journée. Généralement, l'évaluateur est juste envers tout le monde dans le groupe. Puis, si par exemple, il y a un des candidats qui se fait dire 10 minutes avant que c'est son tour d'enseigner, bon, ben, on va s'organiser pour que le suivant le sache aussi 10 minutes avant. On va prendre ces choses-là en considération pour que tout le monde se sente à l'aise. Puis, mais ce qui est important à retenir surtout, c'est que ça se peut que vous fassiez parachuter un peu n'importe où dans la station pour commencer la leçon. Donc, le formateur va vous conduire, par exemple, ça peut être dans le milieu d'un sous-bois. Puis là, vous commencez votre leçon là. C'est ça. Fait qu'on s'attend à ce que vous utilisez ce terrain-là et non que vous nous sortez du bois. Vous comprenez ce qu'on veut dire? Si on vous amène dans le parc, ben normalement, vous allez utiliser le parc. C'est pas mal ça. Ah oui, les leçons, ils sont notés par 2 évaluateurs. Donc, au niveau 4, là, sur chacun des groupes, on a 2 formateurs pour 5 candidats. C'est ça notre ratio. Puis, c'est une note moyenne qui est utilisée pour établir la note finale. Comme dans les 3 autres tâches, c'est une note. Donc, on a une note de 1 à 10, 1 à 5 étant inférieure au standard, 6 à 10 étant répondant à la norme. Donc, évidemment, là, on a une échelle une échelle de marquage, une échelle de notation qu'on fournit aussi. C'est dans le module en ligne. Quand vous faites là, le module là, en ligne du stage niveau 4, vous avez accès là, à cette échelle-là. Puis, ça vous permet de comprendre un petit peu comment nous,
on en vient à mettre, c'est quoi la différence entre un 5 et un 10, puis pourquoi on va mettre un 7, puis pourquoi on va mettre un 2. Donc, ça, c'est des questions que vous pouvez aussi poser là, à votre formateur quand vous êtes dans la formation. Je voulais juste rajouter sur ton point, la grille d'évaluation ou les standards. Là, encore une fois, on a développé ces outils-là beaucoup au fil des années. Puis, je vous dirais, un des conseils, là, si vous voulez savoir les standards, prenez le temps d'aller voir le formulaire d'évaluation. Il y a un formulaire d'évaluation dans le guide de stage. Souvent, je pose la question et les gens, ils voient le formulaire d'évaluation pour la première fois quand ils reçoivent leurs résultats aux examens. Donc, prenez le temps d'aller voir ça. Il y a des critères un peu partout. Il y a plein de petites boîtes à cocher. Il y en a que vous donnez peut-être des niveaux 1 déjà. Je sais que Nathan t'en donne déjà. Il y a plein de petites choses à cocher qui font la différence. Des choses à ne pas oublier ou des petites choses. C'est ces petites choses-là que souvent, avec le stress, toutes les choses d'examen, on pense à toutes les affaires au niveau technique, puis on oublie les petites affaires. Comme s'arrêter dans des endroits sécuritaires, pas bloquer la ligne du mont-de-pente, plein de petites affaires comme ça. Donc, prenez le temps de revoir comme il faut le formulaire d'évaluation avant d'arriver aux examens ou comme partie de votre préparation quand vous préparez pour ça. Yes. Très bon point parce que souvent, avec des fois le stress de l'examen, c'est des petites choses qui peuvent prendre le bord un peu. Fait qu'on, quand on les a révisées souvent et qu'on est habitué de les appliquer au quotidien dans nos enseignements, ben c'est quelque chose qui, à un moment donné, ça devient des réflexes, c'est acquis. Puis en situation d'examen, c'est plus facile de ne pas s'écarter de ça. Luc, est-ce que pendant que je te laisserai continuer avec ça, peux-tu nous parler? Je ne veux pas être tout le temps en train de parler. Je parle beaucoup. Est-ce que tu peux nous dire comment on évalue la composante formation de moniteur au stage niveau 4 vers. Bon, on a touché un peu à ça, mais tu sais. On a touché un peu, oui. On a parlé de, le contenant est un peu différent, là, et c'est pas mal ça, quand j'en reviens à ce que je disais, là, juste mettre l'emphase là-dessus, ça va vraiment revenir à vos habiletés puis votre confort comme animateur, formateur de la session un peu, là. D'être capable de changer de rôle, être confiant là-dedans, d'être, très confiant sur le matériel. Il ne faut pas avoir d'hésitation. Puis c'est là qu'on va vraiment voir si la préparation, si vous n'avez jamais fait d'essai, là, de faire une session, c'est ça que les gens qui arrivent aux examens, souvent, ils n'ont jamais fait. Jamais. Puis ils arrivent la première fois qu'ils vont le faire, c'est quand ils vont faire ou bien une pratique sur le stage, peut-être. Puis après ça, ils arrivent aux examens. C'est souvent ça. Mais ça, là, on voit à travers ça très facilement. Si c'est la première fois que vous passez, là, puis à parler des mots, puis à se mettre dans ce beat-là avec les niveaux de rider élevés, des choses comme ça, c'est facile à voir. Puis c'est facile de se faire stresser parce que là, vous allez mettre des concepts en avant, puis là, il y a quelqu'un de l'autre groupe, là, il est exactement au même niveau que vous autres. Donc là, il va peut-être poser des questions dures, là. Il ou elle ou cette personne-là va poser une question tough. Puis là, c'est là que l'expérience, si tu n'as pas vraiment la réponse exacte, que tu es capable de prendre la question puis de la ramener vers ton but puis pour la leçon, puis des choses comme ça. En tout cas, c'est beaucoup ça qu'on évalue. Puis évidemment, d'être confortable avec l'information de toutes les différentes stratégies d'enseignement, les méthodes de présentation. Il faut vraiment, c'est le niveau 4, il n'y a pas de niveau 5. Fait que, à ce stade-là, on teste vraiment vos connaissances. Il faut que ça soit sur le bout des doigts, là. On ne recherche pas la perfection, mais on recherche une maudite bonne leçon. C'est à ça que ça revient à la fin de la journée, mais vos habiletés de formateur, c'est ça, c'est le gros qui va faire en sorte que vous allez avoir du succès dans cette partie-là de l'examen. Et pour ajouter à ça, pour plus spécifiquement comment on assigne quelque chose que je voulais toucher, là, comment on assigne ces leçons-là au niveau 4, au niveau de la pédagogie, de la formation des moniteurs. La veille, vous recevez un courriel avec une assignation que vous allez devoir enseigner. Donc, dans l'assignation, on a une habileté d'enseignement, puis une sous-composante d'habileté technique. Puis c'est à partir de ça que vous allez développer là, une leçon. Ça, évidemment, on touche à ça vraiment en détail dans le module de formation des moniteurs. Avions-nous quelque chose à ajouter à ce sujet, les boys?
c'est bon. Peut-être pour faire un petit peu la même chose comme on a fait avec le niveau 3, c'est quoi un moniteur de niveau 4 pour toi? Tiens, Dom, pour toi, c'est quoi un moniteur de niveau 4? Tu sais, comment tu décrirais Luc, mettons? Oui. Comme je disais pour le niveau 3, c'est quelqu'un qui peut enseigner n'importe où, n'importe quand, n'importe qui, mais pour le niveau 4, comme tu l'as dit, c'est quelqu'un qui a une marque individuelle de l'expertise de un certain cachet de snowboarding. Alors ils sont vraiment des riders polyvalents, comme ça dit là, mais tout le monde a chaque niveau 4 a son marque individuelle qu'ils emportent aux leçons et aux sessions et tout ça. Alors, c'est ça qui se dirige un niveau 4 et un niveau différent qu'un niveau 3 pour moi. Génial. Comme tu dis, sa personnalité, la petite touche. Oui. touche- Tu sais, souvent, on entend, j'ai déjà entendu dans mon processus que, tu sais, le style, ça vient avec le confort. C'est la même chose du côté enseignement. Tu sais, on parle de ça dans un niveau freestyle. Tu sais, quand tu vas être confortable sur le jump medium ou le jump large, c'est là qu'on va commencer à avoir du style dans ton riding parce que tu es confortable. C'est la même chose pour l'enseignement, tu sais, puis la profession. Plus on est rendu au niveau 4, quelqu'un qui le passe, c'est quelqu'un qui a l'expérience, qui est dévoué à quelque chose assez pour passer à travers ce processus-là. Puis vous le savez que jusqu'à maintenant, c'est un processus assez ardu. Donc, c'est quelqu'un que, comme Dom a bien dit, n'importe qui, n'importe quand, n'importe où, n'importe quelle façon aussi, tu sais. C'est ça, n'importe quelle condition. Et puis, quand le style ressort, le style d'enseignement, personnel ressort, ben là, tu vois que la personne est vraiment confortable avec le matériel. Puis c'est là le niveau 4. Quand je vois quelqu'un qui est détendu, tu sais, c'est quand la vibe est bonne dans la session, tu sais, puis on ne ressent pas trop nerfs, puis là, elle dit oh, il nous apportait ça, je n'avais jamais pensé à ça comme ça, tu sais. Quelqu'un qui va nous faire des analogies différentes, tu sais, des choses qui nous démontrent vraiment une compréhension approfondie des concepts. C'est ça qui va ressortir. Puis ça ressort avec le style d'enseignement. Quand tu as un style à toi-même et tout, tu sais, c'est là qu'on voit que tu es rendu, tu es proche ou tu es rendu là, tu sais, dans ta compréhension puis ton niveau. Et on a passé, je voulais vous parler là, on a parlé de la formation des moniteurs, on a parlé de l'enseignement, puis à quoi ressemblait un niveau 4 une fois qu'il a réussi sa certification. J'ai passé vite un petit peu sur la composante technique du stage niveau 4. Vous savez qu'au niveau 4, à l'examen, on utilise 6 tâches techniques pour évaluer les compétences avancées. Donc, on utilise un corridor de 8 mètres, des virages moyens rayons ou les virages moyens, les virages courts rayons, la descente en freeride ou en boss, les longs virages ou le carving et le freestyle aussi. Donc, ça, ce sont les 6 tâches là, pour lesquelles chaque candidat a 2 opportunités de descente pour chacune de ces tâches-là. Donc, plusieurs évaluateurs, c'est quelque chose à retenir, plusieurs évaluateurs dans la journée d'examen, on est beaucoup, c'est volontaire, on essaie d'être, c'est un gros examen, c'est de la pression aussi pour les formateurs, puis on sait pour les candidats, puis on veut s'assurer, nous, d'avoir des yeux vraiment partout, puis de rien manquer. Donc, on est plusieurs évaluateurs qui sont placés à des endroits stratégiques dans les descentes pour s'assurer de rien manquer. Puis, en fait, à la fin, là, on débrief tout le monde ensemble, on met nos notes ensemble, puis on s'assure qu'on s'entend bien sur la note finale. Normalement, on se rend compte qu'on est bien entraîné parce que souvent, on arrive pas mal aux mêmes marques, là, aux mêmes notes. Donc, c'est ça. Collègues, avez-vous autre chose à ajouter sur cette diapo? Je pense qu'on a été assez exhaustif. Hein? C'est bon. Donc, c'est la dernière diapositive où est-ce que je vous disais qu'on allait vous parler un petit peu plus là, des petits trucs perso, des trucs de formateurs expérimentés pour développer vos objectifs pour atteindre
pour vous développer, pour vous développer pour atteindre vos objectifs de niveau 3 et 4. Donc, comment vous préparez à vos prochains stages et à vos examens? Ben, on ne dira jamais assez enseigner, tu sais, c'est comme ça se fake pas, cette expérience-là. Fait qu'il faut aller la chercher. Même chose pour la technique, donc rouler. Entraînez-vous, entraînez les tâches, mais aussi roulez pour le plaisir. Faites beaucoup de volume là, avec vos amis dans des terrains différents pour pas non plus, il ne faut pas oublier pourquoi on a commencé à faire ça. C'est parce généralement, on doit être passionné de snowboard. Donc, on consacre du temps à l'entraînement, oui, du temps ciblé, réservé à l'entraînement, mais n'oubliez pas à travers tout ça, là, de ne pas perdre le fun. Ça va faire que le processus va être plus intéressant et que vous allez toujours plus absorber vos apprentissages. Quand vous vous entraînez, c'est important d'avoir un objectif qui est clair, puis de se concentrer. C'est plus facile de s'améliorer si vous fixez des objectifs clairs et si vous les révisez régulièrement. Donc, parce que des fois, un objectif, ça change avec les expériences qu'on fait. Donc, ça, je pourrais vous en parler longtemps, mais il y a plein de... Vous allez voir à la prochaine diapo, je vais vous référer là, une ressource utile, mais il y en a plein aussi là, par rapport à ça qui existe, que ce soit des podcasts ou des sites web qui parlent de ça, des livres. Allez faire vos recherches là-dessus parce que l'atteinte de ces objectifs dans la formation du niveau 4, c'est quelque chose que vous allez forcément être, pas confronté, ce ne serait pas le bon mot, mais que oui, peut-être confronté. Vous allez faire face à ça, vous allez faire face à certaines lacunes que vous allez devoir travailler plus fort que d'autres pour y arriver. Ensuite, oui, puis il faut être réaliste aussi. Là, je ne veux pas m'éterniser ces objectifs, mais c'est important d'être réaliste par rapport à ce que vous pouvez faire dans la vie que vous menez. Donc, tu sais, si vous êtes un moniteur à temps plein qui travaille 7 jours sur 7 dans une école de glisse, ben c'est certain que si vous voulez vous entraîner pour le niveau 4, c'est une bonne affaire pour l'enseignement, pour la formation des moniteurs, mais à un moment donné, il va falloir que vous consacriez du temps à votre technique personnelle aussi, fait que ce soit de l'inclure le matin avant d'aller enseigner, vous assurer d'avoir des moments de pause où est-ce que c'est vraiment là, du riding en vue de cet objectif-là, par exemple. Niveau 3 ou niveau 4, c'est la même chose. Connaître sa matière. Là, les gars, je vais dérouler un petit peu mes pensées, là, puis ensuite, vous compléterez, vous ajouterez si vous voyez des choses qui manquent. Connaître sa matière, se préparer, lire, étudier, rechercher, on en a parlé. Tu sais, on est dans l'approfondissement, là, fait que faut connaître ses affaires. Donc, vérifier, discuter avec des pairs, discuter avec des mentors. « Hey, Luc, Dom, tu sais, qu'est-ce que tu penses de ça? J'ai enseigné ça. » Tu sais, allez-y, là, on devient un peu des geeks du snowboard, puis c'est comme important, là, cette faculté-là d'être capable d'en parler de façon approfondie. Le terme est mieux choisi. Pratiquer les leçons, les sessions dans le format de l'examen avec des pairs aussi, parce que le format de l'examen, ça le dit, c'est un format requis, donc c'est un défi d'examen, mais quand vous enseignez dans le quotidien, vous n'allez pas toujours faire exactement comme ce qu'on vous demande au cadre de l'examen, mais nous, il y a des raisons pour lesquelles on vous demande ces tâches-là, donc c'est important d'y dédier, de ne pas entraîner seulement les tâches techniques, mais aussi d'entraîner ces objectifs-là d'enseignement et de formation des moniteurs. Rédiger des sessions, ça peut être un très bon truc. Donc, faites-le jusqu'à temps là, que votre propre bibliothèque là, soit tellement grande que vous pouvez créer une session n'importe quand, sur le vif. Vous l'avez, comme Luc a dit tout à l'heure, c'est sur le bout des doigts. Peu importe les conditions, le terrain, la journée, les élèves que vous avez, vous êtes capable de créer une session sur le vif. Une leçon expert puis une session expert. Vous en avez tellement écrit. Écrire, moi, c'est un truc personnel. Je sais qu'il y a plusieurs d'entre nous qui ont utilisé ça. C'est peut-être pas tout le monde qui a fait ça, mais je pense que je dirais que pour la plupart des gens que je connais qui ont réussi là, dans leur niveau 4, à un moment, là, ils se sont assis, puis ils en ont écrit des sessions jusqu'à temps que ça devienne quelque chose de ultra naturel.
obtenir de la rétroaction, des feedbacks sur les 3 composantes, donc de la part des évaluateurs, que ce soit via une session des membres de préparation. On en a des sessions des membres spécifiques au niveau 3 ou au niveau 4. Que ce soit d'un mentor que vous appelez, que vous envoyez une vidéo puis que vous voulez recevoir une analyse, par exemple, ou des membres de l'équipe technique, si vous pouvez les contacter, ils peuvent si eux ne sont pas sur place avec vous, ils peuvent vous référer à des gens dans les endroits où vous êtes. Puis, c'est ça, c'est pas mal ça. À part ça, les gars, avez-vous d'autres choses à rajouter sur comment se préparer à vos stages, aux stages et aux examens niveau 3 ou niveau 4? D'autres conseils que j'aurais peut-être pas touchés? Non, je pense que tu as donné plein de bons conseils. Il n'y a rien qui peut remplacer la préparation. C'est aussi simple que ça. Puis vous le savez exactement comment de préparation vous avez fait si vous en allez vers ce processus-là. Donc, si vous arrivez au jour 1 des examens, vous savez exactement qu'est-ce que vous avez mis d'avant pour avoir du succès ou pas de succès. Fait que ça, il n'y a pas de mentir à se compter de ce côté-là. L'autre chose que je voulais, on a parlé un petit peu, mais tu sais, il y a le stage, tu sais, les 3 modules, 3, 3, 3. Fait que là, c'est 9 jours maintenant. Avant, c'était 6. Puis là, c'est 9 jours. Tu sais, c'est le stage. Puis, il y a le développement. Donc là, on va vous aider, on va vous développer, on va vous donner, tu sais, la matière est là. Mais il y a les examens. Puis c'est pas la même chose. Tu sais, les examens, tu sais, c'est un test. C'est pas comme ça qu'on va enseigner nécessairement dans la vraie vie tout le temps. C'est pas comme ça qu'on va nécessairement structurer une session le matin pour notre gang à l'école de glisse tout le temps. Des fois, oui, mais tout le temps. Fait que, tu sais, il y a de se préparer pour le test, puis il y a de se développer pour devenir un niveau 4. Tu sais, c'est des choses qui vont main dans la main, mais c'est un peu des objectifs différents dans un sens. Tu sais. Le test, là, on vous donne un contenant, puis il faut que tu fittes dans le contenant. Que aime pas ça, c'est un bon test de tes habiletés à ce moment-là. OK? Donc, la formation, donc, il faut penser à ça comme ça, que ce qu'on va chercher, puis le développement, ce qu'on va chercher dans le stage, c'est personnalisé, c'est pour vous autres, c'est où est-ce que vous en êtes, c'est là qu'on va vous aider à aller plus loin. Puis, il y a le test. Okay? Puis le test, c'est sûr que là, le test, c'est le test. Ça, il ne change jamais. Donc, il faut s'organiser pour ça. Mais tu sais, il n'y a pas de substitut pour le temps que vous allez mettre sur la neige, le temps que vous allez mettre à vous mettre en forme ou le temps que vous allez faire à écrire des plans de session comme ça, que vous faites donner un sujet, puis ce serait-tu pas le fun que je vais dans mon cartable, puis quand j'en ai des plans de session, je peux aller m'en chercher un que j'ai déjà essayé, je l'aime, il fonctionne bien. C'est ça, être préparé. Là. Puis, je n'ai pas fait ça, là, moi, là, par exemple. La 3e fois que je suis allé, là, je l'avais fait. Mais la première fois, j'aurais dû me bâtir peut-être plus une librairie comme ça. J'avais personne à me donner ces conseils-là. Mais ça va juste vous faciliter la vie comme ça. Ça enlève beaucoup de stress aux examens, de ne pas savoir quoi faire. Si vous savez une idée de ce que vous pouvez faire déjà, n'importe quel sujet qui est tiré du chapeau pour vos examens, ben, vous allez être confortable, puis c'est un pas plus vers la réussite comme ça, si on peut garder le stress et l'anxiété un petit peu plus bas. Ça aide toujours dans mon expérience. Parfait, excellent conseil. J'aime ça. Puis, si on peut aussi ajouter petit conseil supplémentaire, comme vous voyez ici là, dans le bas de la diapositive, la condition physique générale aussi, c'est utile pour la technique, pour la prévention des blessures. Puis, assurez-vous que ça fait partie de vos objectifs, que ça fait partie intégrante. Donc, c'est quelque chose que vous considérez sur du court, moyen et long terme parce que arriver en forme va faire une énorme différence sur vos entraînements, puis sur votre capacité aussi même à gérer votre stress à l'examen. Parce que quand on sait qu'on est en forme, on sait que ça va mieux aller. On connaît notre corps, on connaît comment on réagit sous tension, donc on va être capable de s'échauffer correctement, puis on va savoir quand c'est le temps de pousser aussi. Donc ça fait vraiment partie des affaires absolument. Entraînez-vous aussi avec les bonnes personnes, les bons coachs, les bons amis pour vous. Vous pouvez apprendre des choses différentes de différentes personnes, de différents entraîneurs, mais il y a certains entraîneurs qui vont certainement, pour vous aider à tirer le meilleur de vous-même. Ça peut être quelqu'un d'autre pour un autre, mais pour vous, c'est peut-être cette personne-là. Donc, c'est correct, ça aussi. Ça veut dire aussi, ça lie là, avec le prochain point, là, ça fait le lien avec le prochain point. Appropriez-vous votre développement.
puis votre entraînement, vous êtes responsable. Luc l'a dit, vous devez vous préparer pour ça. Il n'y a pas personne qui peut le faire à votre place. Vous avez beau participer à des sessions, tu peux participer à des sessions, mais si tu ne réfléchis pas sur ce que tu as appris, si tu ne prends pas le temps de l'assimiler, de prendre du recul, puis de retourner travailler tes faiblesses, il n'y a pas personne qui va le faire à votre place. Là. Nous, on peut vous donner des conseils, des commentaires, de la rétroaction, mais à partir de là, au niveau 4, on s'attend à ce que les candidats ils soient en mesure de prendre ça, puis de trouver un petit peu leur propre solution. Nous, on va vous guider vers un entraînement, puis après ça, vous devez faire ce bout de chemin-là seul. Là, donc, de vraiment s'approprier son développement, ça, c'est quelque chose qui est quelque chose à garder en tête pour tout votre processus de formation ou d'examen. Et puis, il y a une phrase ici clé qu'on met à la fin de la diapo. Les tâches, elles sont là pour évaluer vos capacités, vos habiletés, mais on n'évalue pas les tâches en soi. On évalue, les tâches, c'est un moyen pour évaluer les compétences puis, techniques puis les aptitudes des planchistes. Donc, si vous êtes si ces habiletés-là ont été développées à travers le volume, à travers la pratique, vous allez être prêt à performer ces tâches-là n'importe quand, n'importe où, à n'importe quel moment, donc dans n'importe quelle condition. Si, par exemple, vous êtes entraîné sur de la poudreuse légère et fluffy à tous les jours, peut-être que le jour où vous allez arriver à l'examen puis que c'est des balles de golf parce que ça a gelé la veille, puis ça a fondu puis ça a gelé là, le lendemain matin, au niveau 4, on s'attend à ce que tout le monde soit prêt. Puis au niveau 3 aussi, peu importe les conditions, ça va être la même tâche technique qu'on va demander. Évidemment, les formateurs vont toujours avoir une zone de tolérance. Nos formateurs sont formés pour ça. Donc, où est-ce qu'ils vont ajuster leur œil en fonction des conditions, mais les conditions n'excuseront pas les manques à gagner dans les compétences techniques, par exemple, ou les aptitudes. Donc, ça fait pas mal le tour, je pense, pour la préparation et les conseils. Luc, as-tu autre chose que tu voulais ajouter là-dessus? Non, rien d'autre. J'aime la ligne de prenez en main votre formation, votre cheminement. Ça, c'est à vous autres de prendre ça en main. Il n'y a pas de substitut pour ça, même chose. Il n'y a personne d'autre qui peut le faire à votre place. Dernière diapositive ici, on vous suggère une ressource, c'est vraiment là, il n'y a rien d'exhaustif là-dedans, c'est vraiment à titre suggestif. Huberman Lab Podcast, c'est en anglais. Moi, je n'ai pas trouvé d'équivalent en français pour lui. C'est quelque chose d'assez spécifique, précis et approfondi parce que c'est des très longs épisodes, donc il faut avoir du temps. Si vous avez de longues routes à faire, ça peut être un bon épisode à écouter. Le Goals Toolkit, c'est le titre là, de cette session-là. How to set and achieve your goals. Comment établir puis atteindre vos objectifs. Donc, il donne vraiment les bons outils, mais c'est juste un exemple. Il y en a plein d'autres qui existent, encore une fois. Fait que c'est une ressource parmi tant d'autres, mais c'est quelque chose qui peut... Le but ici, là, c'est de vous suggérer, dans le fond, d'aller explorer puis d'aller faire des recherches parce que, oui, il y a les formations, les modules, il y a les ressources qu'on vous donne à travers la CMS, mais c'est pas tout. On est capable d'aller chercher quelqu'un qui irait approfondir ses connaissances comme entraîneur avec Snowboard Canada. C'est une bonne idée aussi, où il y a toutes sortes de formations là, qui existent puis de ressources qui existent pour pouvoir vous améliorer puis travailler, c'est ça, atteindre vos objectifs. Donc, est-ce que vous avez des questions pour nous? Je regarde dans le chat, je vois que Dom dit qu'il est parti et que c'était bien plaisant. Merci beaucoup, il devait partir. Bye, Dom. Est-ce qu'il y a d'autres questions que celles qui ont été posées dans le chat? On n'est pas beaucoup, donc n'hésitez pas, vous pouvez enlever votre micro puis poser la question. Là. Je ne pense pas que ça va devenir le chaos là, si vous avez une question. Je vais arrêter pendant qu'il y en a qui veulent, s'il y en a qui veulent se prononcer pour une question, mais en attendant, je sais qu'il y en a qui sont déjà comme Nathan qui est là, qui est déjà un évaluateur.
Je sais que Maud, tu viens de passer ton niveau 3 l'année dernière. Si tu n'es pas déjà dans le processus de venir faire de l'évaluation, ça, c'est une excellente préparation de donner des stages pour la pédagogie avancée puis le niveau 4. Je sais que Loïc, toi, tu as déjà l'intention, puis on a déjà planifié des rookies pour toi. Donc, n'hésitez pas. Là, ça, c'est un excellent entraînement en termes d'être confortable en avant d'un groupe. Là. Et puis de jaser de termes techniques, même si c'est juste du stock de niveau 1, là, c'est important. Ça aide beaucoup. Donc, dernière petite affaire pour vous autres. Non, tout à fait. C'est un bon, autre pas vers cet objectif-là. Ça donne une expérience variée aussi. Merci. Je vois une question. Nombre minimal de personnes pour les sections du niveau 4 et pour l'examen pour que ceci ait lieu. Normalement, c'est 4, hein, Geneviève? Exact, oui. C'est dans tous nos stages, c'est 4. Ça arrive là des fois qu'on fait des exceptions à 3, surtout pour certains stages, là, quand on est en région éloignée, puis des fois, là, il y a des exceptions, on va accommoder, mais c'est plus intéressant à partir de 4, puis aussi, c'est ça, de façon logistique, là, en bas de 4, d'habitude, on cancelle. Mais surtout, tu sais, en français, on ne se le cachera pas. Regarde, on n'est pas une grosse gang ici ce soir, là. Mais tu sais, on essaye, chez moi et Geneviève, ça nous tient à cœur. Je pense que je peux dire ça pour Geneviève, là, que les modules en français, ils roulent. Donc, si on a l'opportunité, puis on n'est pas trop loin, puis on peut faire un examen, tu sais, écourté avec s'il y a juste 3 personnes, ou même pour le module, même chose, tu sais. Si on est capable de le faire, puis c'est pas trop, si c'est raisonnable, même si il y a juste 3 personnes, on va se forcer pour le faire aussi. Là, tout à fait. Très bien dit. Parce que sinon, des fois, on n'enroulera pas. Ou des fois, on sait que les francophones, vous avez un peu plus de flexibilité. Souvent, vous transférez, ça ne vous dérange pas de transférer dans un module anglophone. Ça ne peut pas toujours être le cas là, selon votre niveau d'aisance avec l'anglais. Mais c'est sûr que des fois, ça peut être une possibilité aussi. Là. Puis, sachant que les formateurs sont bilingues, il y a toujours, nos formateurs au Québec, la plupart sont bilingues, il y a toujours une possibilité de participer à un module en anglais, puis que nous, on puisse vous discuter en français, puis vous expliquer les choses, ou même vous laisser l'opportunité d'enseigner en français à des pairs. Oui, absolument. Question pour Luc. Est-ce qu'il y a des sessions des membres corridors à venir? Certainement. Je vais répondre pour toi. Si c'est possible d'en ajouter. Luc, je ne sais pas si tu es rendu là dans ta planification, mais d'habitude, on essaie d'en tenir une à chaque année, là, au moins au Québec. Ça dépend de tout. Oui, on avait une planifiée pour Bromont l'année passée, mais là, ça a été question de trouver un formateur à la dernière minute sans rentrer dans les détails. Là. Mais oui, absolument. Regarde, on peut en faire chez Bromont. Marie-Hélène est super, elle nous supporte beaucoup dans ces affaires-là, puis il n'y a pas de problème à fermer une piste et tout. Mais c'est ça, tu sais, quand on fait du corridor, il faut fermer la piste, là, fait que ça devient un petit peu plus compliqué, on va le dire. Donc, Tremblant, ça ne sera pas là qu'on va se trouver une piste là, en plein milieu de la saison. C'est difficile. Mais oui, il n'y en a pas d'affichés pour l'instant, mais il y en a qui vont se rendre sur la cédule dans les prochaines semaines. L'horaire, à ce stade-ci, là, on est encore progressive. préliminaire, puis on en ajoute là, au fur et à mesure. Puis des fois, c'est ça, c'est une question de logistique puis de temps avec les stations, là, de savoir ce qui est possible. Guillaume et moi, on vous dit un gros merci d'avoir organisé ça. Salut Émilie, salut Guillaume, merci beaucoup. Allez remplir votre wishlist, là, Guillaume et Émilie. Là. Cette session-là va être, comme je l'ai mentionné au début, elle est enregistrée, puis elle va se retrouver sur notre chaîne YouTube. Donc, si vous voulez y référer ou la partager là, à vos collègues qui n'auraient peut-être pas pu être présents et qui ont le goût de s'en aller là, vers un niveau 3, un niveau 4, c'est une bonne référence. Je pense qu'on a prodigué des bons conseils. Merci à tous ceux qui ont été là. Merci de votre participation. C'est tout le temps un plaisir
de voir des gens participer à nos sessions. Puis c'est la première session des membres virtuels qu'on offrait en français. Donc, je suis contente là, de voir qu'il y a quand même une certaine participation. Puis, n'hésitez pas, suivez-nous sur quand on vous envoie les infolettres. Il y a des informations là-dedans, entre autres, justement, ces sessions-là qu'on roule à l'automne seulement, parce qu'une fois rendu là, dans la session d'hiver, tout le monde est pas mal occupé. Fait que s'ajouter des soirées, des fois, ça fait un peu beaucoup. Fait qu'on essaie, là, notre période pour les rouler, là, c'est un mois août, septembre, octobre, début novembre. Après ça, on passe à autre chose pour la saison. Mais si vous avez des idées, si vous avez des sujets, des trucs que vous aimeriez qu'on couvre dans ces sessions-là, écrivez-nous, soit à un membre de l'équipe technique ou à moi, puis on va s'assurer là, de les inclure dans les prochaines sessions. La prochaine session, c'est une session sur l'analyse et amélioration où est-ce qu'on va passer des vidéos puis qu'on va analyser là, des riders. Elle se déroulera en anglais, mais si vous êtes là et vous avez des questions en français, ben, il y a toujours des gens bilingues pour y répondre. Alors, je vous souhaite sur ça une excellente soirée. Je ne sais pas si Luc, tu voulais ajouter quelque chose, un petit. Non, merci beaucoup. Fait plaisir d'être ici avec vous, comme c'est la première session de plusieurs en français, j'espère. Puis c'est le fun de voir des noms familiers dans la liste ici. Puis j'ai bien hâte de rider avec vous autres sur la neige bientôt. Merci beaucoup. OK. Bonne soirée tout le monde. Bye bye.